Je reçois maintenant celui qu'on appelle l'homme qui répare les femmes et qui dénonce depuis des années ces abus, le chirurgien gynécologue congolais Denis Mukwege, fondateur de l'hôpital Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo, où il aide aussi les femmes victimes de violences sexuelles et de mutilations. Prix Nobel de la paix en 2018 pour son travail auprès de plus de 100 000 femmes. Il est à Montréal pour le congrès de la chaire internationale qui porte son nom à l'Université de Montréal. Docteur Mukwege, bonsoir. Bonsoir, madame. Docteur Mukwege, le Congo, c'est l'un de ces pays très riches en minerais et c'est une richesse qui suscite bien sûr la convoitise, je le disais. Quelle est la situation des enfants qui travaillent dans ces mines, des femmes aujourd'hui dans votre pays? Malheureusement, les femmes et les enfants sont victimes de toutes les crises que nous connaissons à travers le monde, en République démocratique du Congo en particulier, où le corps des femmes est transformé en champ de bataille et les enfants sont utilisés dans les mines puisque tout simplement les enfants ne comprennent pas les risques qu'ils prennent en entrant en profondeur pour aller chercher les minéraux. Et ce sont des situations d'abus des droits humains inacceptables. Oui, je voyais même qu'on constate que les viols de femmes et d'enfants ont augmenté de 300% en 3 ans et pourtant la guerre est officiellement terminée. Alors c'est à cause de ces minerais? En effet, c'est une guerre, on n'en parlait pas, mais nous sommes en pleine escalade actuellement. L'agression que la République démocratique du Congo connaît depuis 2021 par le M23, soutenu par le Rwanda, c'est une véritable agression et aujourd'hui... M23, c'est un groupe armé. C'est un groupe armé, en fait, qui est soutenu par le Rwanda et qui, aujourd'hui, est en pleine escalade où les populations fuient leur village. 7 millions de Congolais aujourd'hui sont déplacés internes. Et en fait, sur le plan humanitaire, on sait que cette année, l'appel était fait pour avoir un budget permettant de prendre en charge ces 7 millions, mais on a eu seulement 35% à l'heure où je vous parle. Et donc, plus de 65% de cette population déplacée interne est sans aide humanitaire. Et vous, dans votre hôpital, vous continuez de voir des femmes mutilées, des femmes agressées de façon tellement brutale. Est-ce que ça continue? L'évolution s'est faite en dents de scie. Lorsqu'il y a des affrontements, lorsqu'il y a des conflits qui se passent dans la région, on voit les nombres augmenter. Mais nous avons un chiffre qui est presque constant, autour de 2000-2500 victimes de violences sexuelles chaque année que nous pouvons prendre en charge. C'est ça notre capacité qui est très limitée. Oui, mais quand même, c'est beaucoup. C'est énorme. Et lorsque vous parlez de 300% des victimes de violences sexuelles, l'augmentation de 300%, ça fait 123 000 victimes de violences sexuelles déclarées par l'ONU en 2023. C'est un chiffre alarmant. Ouais. C'est alarmant, 123 000 victimes de violences sexuelles. Et ça, c'est ce que l'ONU reconnaît. Donc, c'est probablement plus. C'est plus, certainement. Et donc, pourquoi on fait subir ce sort aux femmes? En fait, je crois que les femmes constituent le maillon fort d'une société. Lorsque vous détruisez les femmes, finalement, vous avez la facilité de pouvoir contrôler une société. Et lorsque les femmes sont violées en présence de leurs maris, en présence de leurs enfants, en fait, le tissu social est complètement détruit. Et cette capacité organisationnelle, elle est détruite par ce fait de voir sa mère, son épouse, violée en sa présence. Je crois que c'est une arme moins chère, très efficace, avec les mêmes conséquences que les armes classiques, c'est-à-dire le déplacement massif de la population. Ça diminue la population, car en détruisant la femme, en détruisant son appareil génital, on détruit sa capacité de reproduction et du coup, en fait, ça permet à ces groupes armés de pouvoir occuper des territoires et de pouvoir les exploiter à leur gré. Donc vous parlez du viol comme d'une arme de guerre, comme on voit dans... C'est une véritable arme de guerre. Le viol est une arme efficace puisque en fait elle détruit la victime, mais détruit sa famille, détruit la communauté et les conséquences sont physiques, psychologiques,
socio-économique et en fait, ça peut être même intergénérationnel. Et vous, ça fait tellement d'années que vous dénoncez ces situations. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on peut encore faire bouger les choses, faire bouger les gouvernements, faire agir les gouvernements pour que ça cesse? Nous avons besoin des voix de tout le monde. Nous avons besoin des médias. Vous savez que la crise en République démocratique du Congo, c'est une crise oubliée et négligée par le fait que les médias n'en parlaient pas. Il n'y a pas de volonté politique. Ce que nous avons besoin, c'est que les médias puissent en parler, que les hommes politiques puissent comprendre que nous partageons la même humanité. Il n'est pas normal que nous puissions continuer à parler de plus de 6 millions de morts dans une région et nous avons des rapports des Nations Unies, nous avons des rapports qui ont été faits par des experts dans les organisations des ONG et malheureusement, tous ces rapports sont dans des tiroirs alors qu'il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, même des actes qui peuvent être constitutifs de génocide, ont été décrits par les experts des Nations Unies dans les rapports mapping et malheureusement, la communauté internationale a décidé de se taire. Et ça, c'est triste. Pourquoi? Eh bien, je commence à me dire, malheureusement, c'est à cause de la richesse de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la nouvelle technologie sans parler du tantalum. Et ce minerai est essentiel pour faire les chips qu'on utilise dans tous les appareils électroniques. Tout le monde veut son téléphone cellulaire, tout le monde veut son ordinateur. Et le Congo est le premier à la première réserve mondiale de tantalum. Et donc, malheureusement, et je crois que là, nous sommes inquiets puisque aujourd'hui, on parle de la transition climatique et on est en train de parler des nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies appellent à des batteries qu'on construit à base du cobalt. Et nous sommes le premier producteur mondial du cobalt. Vous venez de parler là du corridor Lobito. C'est effectivement chemin de fer, là. Voilà, un chemin de fer pour sortir les minéraux qu'on appelle stratégiques. Nous espérons que le monde peut prendre conscience qu'ils peuvent utiliser ces minéraux sans détruire les femmes, sans détruire les enfants, sans faire travailler les enfants dans les mines et transformer les corps des femmes en champs de bataille. Oui, c'est terrible ce que vous dites, hein, transformer le corps des femmes en champ de bataille. Et vous l'avez vu physiquement là devant vous, quoi. Je le vis tous les jours à l'hôpital. Je crois que le plus difficile, c'est lorsqu'on doit opérer sur des bébés, sur des enfants. Et on se pose tout simplement la question, comment peut-on arriver à faire de telles barbaries sur les autres sur humains, des bébés. Les viols sur les bébés. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Et ce n'est pas puisque le monde ne connaît pas. Nous avons fait des publications scientifiques donc, qui sont disponibles, mais malheureusement, il n'y a pas de réaction pour arrêter ces barbaries. Et quel sera donc le message que vous venez porter à Montréal en terminant? Aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de partager les connaissances pour lutter contre la violence sexuelle, mettre fin à ces fléaux, mais aussi pouvoir soutenir les victimes de violences sexuelles. Et nous sommes très heureux que l'Université de Montréal nous a accueillis pour ce 5e congrès. Alors, on espère qu'ils seront nombreux à vous entendre. Merci beaucoup, Dr Mukwege. Je vous remercie, madame.